Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Sili local accueilli en fanfare cet après-midi. L'équipe dirigée par Kamfori Lapé Bangoura est classée 3e de la CHAN. Les médaillés de bronze ont été acclamés par les supporters dans les rues de Conakry. La CGP, maître d'œuvre des projets et programmes publics, accompagne les initiatives des départements ministériels. La structure renforce les mécanismes de suivi et évaluation des grands chantiers de la République. Vous aurez le focus sur ce département dans ce journal. Restaurer les sites touristiques pour favoriser le rendement. Le département travaille sur le projet. Des sites sont visités et des mesures sont envisagées pour leur révalorisation. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité. Fini la 6e édition du CHAN Cameroun 2020. Le Sili local rentre au bercail avec la médaille de bronze. À l'aéroport international Conakry-Bessia, la réception était ce lundi aux allures de fête. La mobilisation certes, mais l'avenir du groupe taraude aussi les esprits. Les autorités sportives en sont bien conscientes. Reportage Salifou Silla, Mohamed Searsouma. Il est 12 heures déjà, la déventure de l'aéroport international Conakry-Bessia affiche complet. Le tricolore national une nouvelle fois réapparaît pour saluer l'exploit du Sili local au 6e championnat d'Afrique des Nations. Peu de temps avant l'arrivée des joueurs, l'ambiance est au comble. Je suis content aujourd'hui de notre 11 national, Sili local. On nous souhaite bonne cesse, bonne arrivée à notre périphérie. Nous sommes là, ces enfants là méritent d'être encadrés, d'être soutenus. Chaque semaine, ils doivent faire des matchs ensemble pour qu'ils puissent réellement se connaître. Donc nous les félicitons, nous les encourageons. Merci. Vive la Guinée, vive le Sili de Guinée. Le moment attendu est enfin là, le retour au bercail des poulains de Kamfori Lapé Bangoura. Le sélectionneur a pu permettre à la Guinée de rafler la médaille de bronze. La 3e place du CHAN est acquise. Après un match réussi face au Cameroun, l'équipe hôte. Score final, 2-0. C'est des impressions de joie, de satisfaction. D'abord par rapport aux joueurs qui ont été très solides. Je pense, sans oublier mon staff qui a su m'accompagner, mais les autorités du pays qui ont mis le moins, la fédération guinéenne, sans oublier particulièrement le président Antonio Soare. Vraiment c'est une fierté. Je trouve tout un peuple joyeux. Ma famille, mes proches, mes amis, c'est vraiment une joie. Et nous aussi on est très contents de faire cette compétition. Nous voulons prendre la coupe, mais Dieu n'a pas voulu. L'homme propose, Dieu dispose. Et je pense que la compétition s'est très bien passée. On remercie le peuple de Guinée. Cet effectif du Sili local version CHAN Cameroun 2020 a été héroïque et voire prometteur aux yeux des connaisseurs du Curon. À la question de savoir l'avenir de cette brillante équipe, de belles intentions sont égrenées, allant dans la préparation de ce groupe pour les prochaines compétitions internationales. C'est un travail de plusieurs années qui est en train de faire ses résultats. Mais ça nous pousse à redoubler d'efforts, à se dire que dans un an, c'est Cameroun 2022. Et la Guinée, il nous reste un seul match pour se qualifier. Il faut se qualifier, mais cette fois-ci en disant que nous allons, c'est pour prendre la coupe. Parce qu'on a compris que c'est possible. On a compris qu'on a des jeunes capables vraiment de représenter valablement notre pays. Après 3 heures d'extase à l'aéroport international Conakry-Bessia, l'équipe du Sili local aura droit à un bain de foule, de l'euphorie humaine sur toute la ligne et du patriotisme reconnu. Dans l'actualité encore, mettons le cap sur l'administration et contrôle des grands projets. En tant que maître d'œuvre des projets et programmes publics, l'institution, bien que méconnue du grand public, accompagne les différents départements ministériels dans l'élaboration et la gestion des différents projets de grande envergure. C'est notre focus du jour, signé Mohamed Lamine Kamara. En plein cœur de Kaloum et derrière le palais de la Colombe où la primature se cache le bâtiment abritant l'administration et contrôle des grands projets ACGP.
L'institution joue un grand rôle dans la réalisation des études, le contrôle et la supervision des projets de grande envergure en République de Guinée. La CGP est constituée principalement de 4 départements. Il s'agit des départements des études techniques, des technologies de l'information, des ressources humaines et du contrôle des travaux. Ces départements disposent en leur sein des directions et des services techniques. L'administration et contrôle des grands projets est rattachée à la présidence de la République. C'est une institution qui a été créée il y a 26 ans et qui a eu pour mission dès le départ la coordination du contrôle de l'exécution des projets et de la réalisation des études. C'est vrai qu'elle a évolué depuis ce temps, mais malheureusement elle n'a pas pu accomplir efficacement toutes ces missions pour diverses raisons. Ce que le président de la République a compris face à l'impérieuse nécessité de renforcer notre institution pour réaliser les études afin d'accéder rapidement au financement de nos différents projets. Le président donc en 2018 a décidé que la CGP renforce ses capacités après avoir identifié ses faiblesses. Ces faiblesses qui sont d'ordre institutionnel. Donc une loi a été votée en juillet 2018 qui clarifie les fonctions et les responsabilités des ministères et de la CGP dans la gouvernance des projets. Il y a quelques années, l'administration et contrôle des grands projets s'est engagée dans une dynamique de réforme organisationnelle. L'ambition est d'étendre ses activités à d'autres organismes publics en vue de satisfaire ses partenaires. On a, par rapport à cette loi qui a été prise, décidé de renforcer prioritairement les capacités de la CGP pour pouvoir faire face aux obligations de nos clients. Les obligations de nos clients, c'est la satisfaction des demandes que les maîtres d'ouvrage nous adressent. Pour le bon fonctionnement de la CGP, le département des études techniques reste et demeure la colonne vertébrale de l'institution. Son rôle est de procéder à la conception et à la réalisation des études, des projets et programmes d'investissement public à l'image de Caleta et de Swapiti. La CGP développe 3 produits essentiels. La réalisation des études techniques qui commence depuis l'étude d'avant-projet sommaire jusqu'à la rédaction du dossier d'appel d'offres. Le contrôle et la supervision qui est le 2e produit. Et le 3e produit qui est l'assistance et le conseil. Les études techniques, comme je l'ai dit tantôt, c'est depuis après la phase d'identification par les départements sectoriels. Nous rédigeons des thèmes de référence, nous élaborons les études d'avant-projet sommaire, les études d'avant-projet détaillées et enfin la rédaction du dossier d'appel d'offres. Pour les années à venir, nous avons à peu près 20 dans notre portefeuille, mais nous avons identifié un rapport avec des départements sectoriels, plus d'une 60aine de projets. Considérée comme maître d'œuvre publique, la CGP a aussi son département de contrôle des travaux, un département dont la mission principale est de s'assurer que les projets sont exécutés dans le respect des cahiers de charges. Un projet a un cycle. Il faut d'abord le préparer, mener les études, trouver le financement et procéder à sa réalisation. L'étude de faisabilité s'achève avec le dossier d'exécution et puis le dossier d'appel d'offres. Donc lorsque ces 2 éléments sont obtenus, les contrats sont signés, le marché est en cours. En ce moment donc, ça devient nos éléments d'entrée, les contrats exécutés, et nous nous saisissons de ces documents-là depuis l'installation du chantier jusqu'à l'achèvement des travaux, les réceptions, les essais et la mise en service. Et s'il y a des manquements par rapport à ça, c'est des manquements qu'il faut corriger. Le but n'est pas de sanctionner, c'est de faire en sorte que l'objectif défini à la conception du projet soit réalisé. La CGP dispose aujourd'hui d'une expertise qui ambitionne faire d'elle une renommée internationale. Une raison de plus pour l'administration générale de renforcer sa cellule de communication. À date, un magazine intitulé ACGP Info est en phase de production en vue de promouvoir le travail de l'institution et son image de marque. La stratégie de communication est basée sur le développement des outils pour partager ses visions et ses missions conformément aux orientations définies non seulement par le président de la République, mais aussi
par l'administrateur général. Nous sommes en train de travailler sur ce magazine et bien sûr après l'impression nous allons mettre à la disposition de nos partenaires. Ce sont des outils qui informent nos clients sur tout ce que nous faisons. Depuis quelques années, l'administration et contrôle de grands projets ACGP a opté pour une démarche qualité. L'approche est de faire d'elle une institution de référence pour une Guinée émergente. Parlant toujours de la CGP, nous recevons sur ce plateau Mamadi Kondé. Il est administrateur général de cette institution. Monsieur Kondé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gallo. Vous venez de suivre ce grand format sur l'institution que vous dirigez et l'administration et contrôle des grands projets. Dites-nous quelles sont les principales missions, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Merci M. Gallo de l'opportunité que vous m'offrez ce soir pour parler des missions de la CGP. Je voudrais d'abord, avant de parler des missions de la CGP en tant que maître d'œuvre public, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dire que dans la gouvernance des projets, il y a deux acteurs, les maîtres d'ouvrage et le maître d'œuvre public. Le maître d'ouvrage est le propriétaire de l'ouvrage, comme l'indique son nom. Il en est le bénéficiaire. C'est lui qui commande les études, le contrôle pour avoir un produit de qualité qui, une fois achevé, lui revient, il l'exploite et l'entretient. Dans notre cas guinéen, les maîtres d'ouvrage, ils sont nombreux. C'est les départements ministériels, c'est les collectivités centrales, c'est les institutions. La CGP est l'unique maître d'œuvre public. En qualité de maître d'œuvre public, elle a des missions qui sont clairement définies dans la loi sur la gouvernance des projets qui a été votée le 5 juillet 2018 par la loi 027 et qui consacre la séparation de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre en consacrant la CGP comme maître d'œuvre public exclusif. Elle exerce cette maîtrise d'œuvre à travers trois produits. C'est les études, c'est le contrôle, c'est le conseil et l'assistance au maître d'ouvrage. Un projet, avant d'être réalisé, doit être étudié pour s'assurer de sa faisabilité. Cette étude porte sur les parties techniques, économiques, financières et environnementales. Il faut que l'étude technique permette de définir les caractéristiques, les spécifications techniques du projet qui fait l'objet de la demande du maître d'ouvrage, que les études économiques et financières permettent de connaître le coût du projet qui doit être réalisé, de dégager les avantages, c'est-à-dire qu'est-ce que le projet, l'ouvrage réalisé par le projet apporte. Enfin, il faut que l'étude permette de savoir si la zone d'implantation du projet n'est pas impactée, c'est-à-dire si l'environnement n'est pas affecté par la réalisation du projet. Le cas échéant, l'étude permet d'établir un plan de gestion de ces impacts environnementaux. Vous venez de dégager les missions de la CGP. Ce n'est pas terminé. Alors allez-y. Ce n'est pas terminé. Ça, c'est les études. C'est les études, une fois terminées, qui permettent au maître d'ouvrage, donc au propriétaire de l'ouvrage, d'accepter la réalisation et de rechercher le financement. Parce que quand les études ne sont pas disponibles, il n'est pas possible de trouver le financement. Et une fois le financement obtenu, le maître d'œuvre public, c'est-à-dire la CGP, continue ses travaux d'études d'appel d'offres pour éviter la séparation, pour maintenir la séparation des fonctions, éviter que le maître d'ouvrage soit jugé parti. La CGP prépare les dossiers d'appel d'offres et le maître d'ouvrage lance les appels d'offres, attribue le marché. Maintenant, marché attribué, reste l'exécution. Ça, là, c'est la deuxième casquette de la CGP, c'est la deuxième mission qui est le contrôle de l'exécution. Alors, parlez-nous de vos rapports de collaboration avec les différents départements ministériels et comment se déroule la passation des marchés relative aux projets publics dont vous êtes le maître d'œuvre public. Cette question a deux volets.
Le premier, c'est nos rapports avec les maîtres d'ouvrage. Le second, c'est notre rôle dans la passation des marchés. Rapidement, les rapports entre la CGP, maître d'œuvre public, et les ministères maîtres d'ouvrage sont de bons rapports. Mais c'est des rapports du client à fournisseur. La CGP fait des prestations de services pour le compte des ministères qui sont ses clients. Et la CGP est fournisseur de services. Et cette relation est formalisée par une convention de maîtrise d'œuvre publique que nous discutons, négocions avec les maîtres d'ouvrage pour définir ce qui doit être fait comme travail, la façon dont le travail doit être réalisé du début jusqu'à la fin, est défini dans cette convention de maîtrise d'œuvre. Ça, c'est du point de vue du contrôle. Maintenant, après le contrôle, il y a l'aspect conseil. Parce qu'il peut arriver qu'un ministère ait besoin de questions spécifiques à éclaircir, et si l'expertise se trouve à la CGP, elle nous consulte et nous lui apportons les conseils nécessaires. Maintenant, le deuxième volet qui concerne la passation des marchés, la CGP n'est plus dans la procédure de passation des marchés. À la faveur de la réforme de 2012 qui consacrait la séparation des fonctions de régulation, de passation et de contrôle, la CGP s'est vue affecter la mission de contrôle de la procédure de passation des marchés. Mais pour des raisons de rapidité dans le circuit des procédures de passation des marchés, parce que les barres de fond, c'était vraiment plein de circuits assez longs dans la passation des marchés, d'un côté, et de l'autre côté, du fait du manque d'études qui était devenu vraiment un problème pour accéder au financement des différents projets, il a été décidé que la CGP soit retirée de la passation des marchés pour se consacrer à ses missions historiques de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire d'études et de contrôle. Ok, vous avez parlé de séparation de pouvoir. Qu'est-ce que la CGP fait pour s'assurer de la qualité des travaux exécutés par les entreprises sur le terrain? La CGP procède au contrôle de l'exécution des travaux. Mais il faut dire quand même que les expériences et l'effectif de la CGP sont actuellement insuffisants pour accomplir avec efficacité ce contrôle. Comme la loi nous le permet, sous-traiter ou déléguer ces services à des bureaux spécialisés. Mais la politique que nous avons mise en place dans le cadre du renforcement des capacités du personnel est la co-traitance, qui consiste à confier les projets en termes d'études et de contrôle complexes à des bureaux spécialisés avec lesquels nous nous associons pour former des équipes mixtes. Et nous mettons le bureau spécialisé en demeure d'apporter tout son apport, d'apporter plutôt son concours au renforcement des capacités du personnel avec lequel il travaille. Et toujours dans le cadre, dans la dynamique de ce renforcement de capacité, la CGP, en s'inspirant des pratiques en la matière, des meilleures pratiques, s'est engagée il y a 2 ans dans une démarche qualité. Cette démarche qualité qui repose sur une vision. La vision qu'on s'est fixée, c'est de devenir très rapidement une expertise de référence internationale. Donc vous voulez parler des perspectives? Oui, bien sûr. De devenir à court terme une expertise de référence internationale et obtenir, s'il vous plaît, dans le premier trimestre de 2021, là, la certification ISO. Certification ISO, c'est une norme internationale. Si la CGP est là, je pense que ça va être quelque chose d'assez particulier. Merci, Monsieur Condé, de votre disponibilité. On poursuit ce journal, fini hier dimanche à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Au nombre des sujets abordés lors de cette rencontre figure l'accélération de la lutte contre le Covid-19 à l'échelle continentale. Le point avec Mohamed De Camara. Le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est achevé ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie par visioconférence a permis aux chefs d'État du continent de s'accorder sur la mise en œuvre de la stratégie de renforcement du Fonds africain de Covid-19. Cette préoccupation des dirigeants africains résulte des conséquences économiques auxquelles le continent africain est confronté depuis l'apparition de cette maladie.
Selon les calculs de l'Afrique CDC, instance qui gère la réponse à la pandémie, au nom de l'Union africaine, le virus a tué plus de 95 000 personnes sur le continent. Pour inverser la tendance, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels d'accélération de tests Covid-19 verra bientôt jour. Des questions de développement, de renforcement des acquis de l'organisation panafricaine, la paix, la sécurité étaient également à l'ordre du jour de ce 34e sommet. Comme perspective pour l'année en cours, l'art, la culture et le patrimoine africain vont occuper une place importante dans les activités de l'Union africaine en 2021. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors du continent. De participer également à la deuxième réunion de Luanda sur la culture et la paix qui se tiendra en Angola en 2021. En plus bref, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger est à Freetown en Sierra Leone en compagnie du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les deux ministres sont accompagnés des hauts cadres des services de police et de la douane. Ils sont porteurs d'un message du président Alpha Condé à son homologue sierra-léonais qui a reçu cet après-midi la délégation guinéenne, une mission de 48 heures pour poursuivre avec la partie sierra-léonaise les discussions en cours sur la réouverture des frontières entre nos deux pays. Les questions de coopération bilatérale sont aussi au menu de cette mission de travail. Au niveau de l'enseignement supérieur, les acteurs se concertent pour mieux améliorer le travail dans le secteur. L'exercice en cours a permis de passer en revue les programmes de l'année 2020. Actuellement, l'heure est aux projections pour s'assurer du bon fonctionnement des programmes de l'année en cours. Reportage Mama Aïssata Kamara, Sadoubari. Une journée de rétrospective et de perspective sur l'éducation nationale. Les cadres du MENA se retrouvent pour largement partager les activités du programme de l'année 2020-2021. Au cours de la rencontre, les services techniques du MENA ont présenté les différentes thématiques liées à la planification budgétaire de 2021. Ce qu'il faut retenir, c'est que les partenaires sont particulièrement satisfaits de la possibilité qui leur est offerte de ne pas savoir simplement ce qu'ils font, mais ce que les autres aussi font. La deuxième des choses, c'est que eux-mêmes souhaitent que pour que nous puissions aller de l'avant, que l'on crée des groupes thématiques spécifiques à l'intérieur du MENA avec eux pour que l'on puisse travailler plus en profondeur sur ces thématiques qui sont majeures. Cette première journée de partage et d'information a permis aux partenaires techniques et financiers de donner leur point de vue sur la situation de l'école guinéenne. Cela pour faciliter une nouvelle orientation. C'est vraiment la famille éducative où on a mis des problèmes sur la table, où il y a eu des solutions, n'est-ce pas, qui sont proposées, des intentions du ministère. Donc c'est des intentions partagées. Je trouve que c'est satisfaisant. L'espace de concertation, c'est toujours une bonne chose si on veut aller de l'avant. Au terme de cette journée d'échange, les partenaires de l'école guinéenne devraient s'accorder sur les nouvelles actions à mener pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. Dans le cadre de la formation toujours, les enseignants de l'école régionale des arts et métiers de Boké viennent de se familiariser avec les machines nouvellement installées dans ce centre. Ce renforcement de capacité est piloté par l'entreprise Dynamique Agro-Industrie. Le point avec Moussa Komara. À l'école régionale des arts et métiers de Boké, c'est la dernière étape, la formation des futurs formateurs. Autour de l'expert, ils apprennent le fonctionnement des appareils installés dans ces ateliers, le système de mise en marche et de commande de cette machine qui sert à examiner l'équilibre des voitures et leur état de déformation est passé au peigne fin. Quelques heures d'explication ont suffi pour Mariama Siré et ses collègues de cerner tout le mécanisme. Nous avons beaucoup appris avec eux. Nous avions déjà appris au Maroc avant d'être là, mais nous avons eu encore d'autres machines qu'on n'avait pas eues au Maroc.
Donc nous avons eu l'opportunité d'avoir cette formation encore avec l'équipe chinoise qui est là. Cette formation-là, je sais, elle est de qualité. Donc restituer ça à des étudiants capables d'apprendre comme je l'ai fait ou comme tant d'autres l'ont fait, ça leur permettra de gagner vite fait le travail. Dans cette école, les bases d'une formation de qualité sont jetées. Avec ces équipements de dernière génération, les futurs élèves de cette âge de savoir pourraient répondre à toutes les attentes. 85% des cours enseignés ici seront essentiellement pratiques. Le défi pour les autorités est de lutter contre l'inadéquation entre formation et emploi. Ce sont des bijoux qu'on nous remet aujourd'hui et qui nous donnent vraiment la possibilité de faire une bonne formation et pour satisfaire les besoins des entreprises, surtout les entreprises minières. Au terme de cette formation pratique, les autorités ont affiché leur satisfaction. En témoigne ces satisfaits décernés à l'entreprise Dynamique Agro-Industrie pour le sérieux dans le travail. Pour ces responsables, c'était une obligation morale. On amène des machines de dernière génération, donc on est obligé de former des formateurs qui vont après expliquer aux élèves. Ce type de formation n'est pas une première pour ces futurs formateurs. Une centaine d'entre eux ont été envoyés au Maroc il y a quelques années par le gouvernement guinéen afin d'apprendre les notions basiques de la pédagogie et la technologie. Et puis vers la valorisation de notre patrimoine touristique, la ministre de ce secteur s'est rendue sur les îles de Los pour identifier certains sites datant de la période coloniale. Le programme vise leur restauration pour attirer plus de visiteurs. Reportage Algasimoba. Les îles de Los regorgent à la fois d'énormes sites touristiques et historiques. Leur valorisation demeure une priorité pour le département du tourisme. La ministre Fanta Fanny Camara fait alors l'état des lieux de Fotoba à Kassa en passant par Roum, sans oublier les îlots. L'aménagement de ces sites est projeté. Sur ces différents sites, tous les sites ont leur histoire. Donc nous allons chercher cette histoire. C'est à partir de l'histoire que nous créons. Et en cela, nous profitons aussi des conseils, bien sûr, des gens d'ici pour pouvoir mettre à leur disposition quelque chose qui aille en valeur avec ce qu'ils ont déjà eu dans le passé. Mais nous allons l'innover. Faire profiter à ce monde touristique le beau paysage que nous avons ici en Guinée. Quand vous prenez les différentes îles, chaque île, oui, a ses spécifiques, ses caractéristiques. Mais si vous voulez la montagne, nous avons les montagnes, nous avons les collines, nous avons les forêts, nous avons les carrières. La Guinée émergente passe aussi par le tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat. L'aménagement des îles de Los est largement débattu entre les techniciens et les cadres. La chef du département est déjà imprégnée suite à cette visite de travail. Un constat sur le terrain qui sonne le renouveau. Les îles, pour nous, c'est le tourisme par excellence. Nous avons fait le tour des îles et nous avons rencontré beaucoup de sites historiques, des sites qui peuvent tutoyer l'histoire de Gorée, et même mieux. Nous avons rencontré beaucoup de sites aménageables dans lesquels nous allons demander, faire un plaidoyer auprès de l'État pour l'aménagement aussi auprès du secteur privé. Donc nous cherchons à travers cette démarche une offre touristique parce que cette offre touristique nous permettrait de faire le branding du pays. À côté de ces trois grandes îles habitées, Kassa, Fotoba et Roum, il existe 5 petites îles non habitées. Selon les autorités, toutes devraient être aménagées dans les mois à venir. Le projet prévoit la venue de beaucoup de touristes dans le pays.
À présent, nous vous donnons lecture de ces communiqués. Le premier du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la conférence des présidents aura lieu demain, mardi 9 février 2021 à 11h précises dans la salle des actes suivis de la plénière à 13h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est exigée. Conakry, le 8 février 2021, signé par ordre le deuxième secrétaire parlementaire, honorable Bakary Diakité. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et le gouvernorat de la ville de Conakry informent que suite au dégagement des encombrants physiques, des emprises des voies, de la circulation et des autres espaces publics dans la ville de Conakry, toute nouvelle occupation ne saurait être tolérée. Tout contrevenant, en plus du dégagement à ses frais de la nouvelle occupation, sera soumis au paiement d'une lourde amende. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et le gouvernorat de la ville de Conakry savent compter sur l'esprit de compréhension de chacun et de tous. Conakry, le 8 février 2021, signé pour le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Dr Kourouma Ibrahima et le gouvernorat de la ville de Conakry. Page noire avec l'inhumation du conseiller personnel du Premier ministre chef du gouvernement. Peu avant, Chérif Aïdara a eu droit à des hommages mérités. Parents, amis et collaborateurs ont rendu hommage à ce grand homme. C'était à l'hôpital sino-guinéen. Suivez le reportage signé Adi Kamara. Aboubakar Chérif Aïdara, aussi connu sous le nom de Chérif de Washington, conseiller personnel du Premier ministre chef du gouvernement, est arraché très tôt à notre affection. Du coup, la Guinée perd un de ses dignes fils qui aura été utile à sa nation jusqu'à son dernier souffle. Âgé de 53 ans, Chérif de Washington était un homme aimable, patient, discret, affable et qui avait la joie de vivre. Il était aussi très attaché aux prescriptions du Saint-Coran, intègre doublé d'une bonté constante vis-à-vis des autres. Il était connu pour sa disponibilité en faveur des plus démunis et de l'ensemble de ses compatriotes, tant aux États-Unis qu'en Guinée. L'homme plein de bonhomie et de dynamisme, irradiait de sa gentillesse et contribuait largement à créer une ambiance conviviale de travail. À la cérémonie funéraire, l'hôpital sino-guinéen est pris d'assaut ce matin par les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Une vie n'est pas sa longueur, mais son intensité, son utilité pour la communauté. Et je peux dire aux petits shérifs et aux petites shérifs que votre père a eu une vie bien remplie, bien utile, et qu'il a servi sa communauté, la communauté humaine. La mort, disons-nous souvent, pour nous consoler de sa cruauté, fait partie de la vie. Côtoie chacun de nous et demeure de rendez-vous avec tous. Mais elle ne sera jamais la bienvenue parmi nous parce qu'elle est infréquentable et indésirable aussi. Monsieur le Président de la République présente ses condoléances à la famille Aïdara. Présente ses condoléances à Monsieur le Premier ministre, à son épouse et à tous les collaborateurs de Monsieur le Premier ministre et à toutes ses collaboratrices. Chérif Aïdara était un lien entre tous. Chérif de Washington a inculqué à ses 4 enfants les vertus du discernement, du savoir, le courage, le partage, la persévérance, l'humanisme et le désir de briller dans la société. Monsieur le Premier ministre, la famille Chérif, ma famille, vous dit encore merci, et grand merci
pour avoir présenté, accompagné, soutenu et guidé notre fils qui vient de nous être arraché. Ce fils était votre ami. Bien que votre cadet, il était votre compagnon et votre confident. Pour ce faire, acceptez que nous vous présentions nos condoléances les plus attristées à l'occasion de cette fête cruelle qui nous afflige tant et qui nous afflige tous. Après la prière sur le corps du défunt, le cortège funèbre s'ébranle vers le cimetière de Cameroun, où reposent déjà plusieurs illustres disparus de notre pays. Shérif de Washington laisse derrière lui 2 veuves, 4 enfants, sans oublier les 200 000 personnes sur les réseaux sociaux avec lesquelles il partageait le quotidien de l'actualité guinéenne et de la diaspora. Et à l'âme de Chérif Aïdara. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.